L'ère du temps reçoit Ahmad Soumaré, premier Africain diplômé en intelligence économique, diplômé des grandes écoles, universités européennes et américaines, acteur majeur dans l'économie de la connaissance et fondateur de Sopel International Keywords Technology. Bonjour, Monsieur Soumaré. Bonjour Antoine. Notre deuxième invité est Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, secrétaire général de l'Association pour la justice pénale internationale. Bonjour Maître. Bonjour Antoine. Bienvenue dans l'ère du temps. Ce vendredi, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire du député Farbangom, ce qui a suscité une grosse polémique. D'un côté, il s'agit d'un règlement de compte et d'un autre, il s'agit tout simplement d'une reddition des comptes. Alors, Ahmad Soumaré, que dire sur cette affaire? Je pense qu'il faut que nous soyons tous des responsables et qu'on comprenne que le pays est quelque chose qu'on partage. C'est pas un bien commun. C'est un bien commun, c'est pas un bien personnel. Oui. Et que si cette compréhension est bien établie, quelqu'un qui prend des commandes et doit comprendre que la justice peut lui demander des comptes s'il y a des interférences sur la chose publique. Donc, ce n'est pas sur les choses privées, mais des choses publiques. Donc, si une personne a des incointances avec la chose publique, il est normal qu'on lui demande donc des comptes. Le fait de lever l'immunité parlementaire, c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui est député. Donc, entre demander l'immunité parlementaire et condamner quelqu'un, c'est différent. Très différent. Donc, si cette personne était privée, on n'aurait pas besoin de ces procédures. Donc, cette procédure est une procédure normale pour pouvoir l'entendre. On ne peut pas l'entendre dans une casquette de député. C'est tout à fait normal. Le fait maintenant, s'il n'a rien à se reprocher, je ne vois pas le problème. On lui posera des questions, il donnera ses réponses, il donnera ses preuves, et puis il rentre chez lui. Si maintenant, par rapport à l'investigation qui est faite, parce que en général, quand on vous convoque, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on ne vous convoque pas. Il faut préciser que la CENTIF a tracé 125 milliards de francs CFA. Oui, parce que la CENTIF, je ne sais pas. Avec un rapport. Ce qui m'étonne, c'est que c'est un rapport qui n'est pas récent. Parce que moi, j'ai travaillé en tant que directeur au GIABA, qui s'occupe de tout ce qui est blanchiment de capitaux, financement du terrorisme sur l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Donc la CENTIF, je connais bien parce que je les forme, les CENTIF, de toute la sous-région. Et qu'à partir de là, le rapport qui est sorti là, en 2024-2025, ça doit être le rapport de 2022-2023, peut-être ce rapport-là. Il était là déjà sous Macky Sall. Il était là. Qu'à partir de là, la CENTIF, lorsqu'il fait le rapport, il ne le diffuse pas directement. Le rapport passe au niveau du procureur qui le transmet pour approbation au niveau du président de la République. Et le rapport est diffusé ensuite. Est-ce que cela voudrait dire que sous l'Ancien Régime, on a mis le coude sur ce dossier? Vous savez que le problème, c'est que normalement... Puisque vous dites que ce rapport existait au moins en 2022. Parce que si ça sort 2025, ce n'est pas un nouveau rapport. Je dis que le problème qui se pose, c'est que ce qu'il faut comprendre, la CENTIF, l'OFNAC, ce sont des entités qui, entre guillemets, sont indépendants. Entre guillemets. Oui. Donc, dans la juridiction internationale, quand on les voit, ce sont des structures indépendantes. Ils peuvent faire le rapport, ils ne rendent pas de compte. Et ça, c'est pas vrai. L'OFNAC, il dépend directement du président de la République. La CENTIF dépend directement du ministre des Finances. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait jamais quelqu'un en dehors du ministère des Finances, et jusqu'à présent même. Mais ils venaient tous du Trésor. Maintenant, pour la première fois, c'est quelqu'un de DGID qui commande la CENTIF. Mais depuis l'arrivée de la CENTIF, ce sont des personnes qui sont issues du Trésor, qui commandent la gouvernance de la CENTIF. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eux, ils dépendent directement du ministre des Finances, et notamment du procureur et président de la République. Le président a toujours une prérogative et un œil sur ce que font ces agences qui sont soi-disant indépendants. Et ça, c'est un problème. Et il peut décider de remettre le rapport à la justice pour faire la suite, comme il peut décider de le mettre sous le coude. Non, oui, il peut décider. C'est ce qui s'est fait avec Wade, quand Ngouda Falcán, qui dirigeait la CENTIF, avait sorti son truc il avait demandé
pour que ces personnes qui étaient incriminées, donc que la justice fasse son truc, on l'a dégagé. On a mis Diallo derrière. Le problème qui se pose, c'est que le président veille sur tous ces organes qui sont soi-disant indépendants dans leurs décisions. Mais ils ne sont pas si indépendants que ça. Très bien. Alors, maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, sur cette polémique concernant la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, née du fait que la CENTIF ait remis le rapport au procureur général qui a saisi, disons, le ministère de la Justice. Alors, quel est votre point de vue sur tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait? Dernier acte posé, c'était vendredi dernier, avec la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Oui, merci Antoine, merci à tous les auditeurs, à M. Soumaré. Alors, le juriste que je suis, vous comprendrez que je serai très prudent par rapport aux procédures qui sont en cours. Parce qu'il y a un principe fondamental en droit qu'on appelle la présomption d'innocence. Je pense que en prenant cette précaution, je vais simplement dire que est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte ou une reddition de compte? Je pense que c'est une problématique. Quoi? Il s'agit de quoi? Non, c'est selon l'angle où on se trouve. Et selon le bord où on se trouve. Oui. Vous savez, il y a un principe, c'est que la reddition des comptes a une histoire ici au Sénégal. Chaque nouveau régime qui arrive, depuis 2000, ça avait commencé avec le président Abdoulaye Wade. On parlait des audits. Des audits, mais c'était une reddition de comptes. Après, on a parlé de la CREI, mais justement, sous Macky Sall. Aujourd'hui, on parle de reddition de comptes. Mais l'idée est la même. L'idée, c'est quoi? C'est une volonté de faire l'état des lieux avec une transition de pouvoir et à l'arrivée, avec des fortunes diverses. Parce que nous savons qu'en 2000, quand le président Abdoulaye Wade a commencé ses audits, on a vu que ça a fini par des transhumances. Tout à fait. Voilà. Avec le président Macky Sall, je pense il y a eu des élans politiques que nous savons. Oui. Aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait, proprement dit, une reddition des comptes et non derrière une idée politique, un règlement de compte politique. Donc, le principe de la reddition des comptes est tout à fait normal. Parce qu'on vous confie des comptes, vous devez rendre compte. Absolument. Cela est clair. Absolument. Mais la question qui se pose dans ce cas d'espèce, est-ce que la personne qui est visée, qui est incriminée, est-ce qu'il était dépositaire d'un compte ou pas? Ça, c'est une question. Maintenant, sur la procédure, je pense que c'est tout à fait normal, c'est légal. Lorsqu'une personne jouit d'une certaine immunité liée à son statut de parlementaire, on ne peut pas l'entendre que sous certaines conditions, lorsque si et seulement si ces conditions sont remplies. Maintenant, la procédure qui s'est passée à l'Assemblée nationale est appréciée différemment. Mais ce que je retiens, moi, en tant que juriste, c'est que, le ministère de la Justice a saisi qui de droit. Il y a eu un processus une procédure qui a été lancée au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette procédure a débouché sur la levée de l'immunité parlementaire. Mais comme l'a si bien dit M. Soumaré, une chose est la levée de l'immunité parlementaire, une autre chose est de voir pourquoi on a levé cette immunité. Mais en l'état, aujourd'hui, on ne peut préjudicier de rien. Il y a un rapport de la CENTIF, qui est un organisme indépendant, mais pas si indépendant que ça. Comme il l'a dit. Comme il l'a dit. Parce que lorsque l'exécutif a le pouvoir d'apprécier et d'orienter... On doit donner une suite judiciaire à tel... Alors, là, l'indépendance est tout à fait relative. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, en l'état, on est dans une phase primaire de la procédure. C'est quoi? La levée de l'immunité parlementaire. Mais qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce que le procureur financier fera après? Quel dossier
il devra mettre sur la table. Ça, c'est des points d'interrogation. En tout cas, nous attendons de voir ce qui va suivre, parce qu'on veut aussi être édifié sur cette affaire de 125 milliards. Alors, Amath Soumaré, on doit rendre compte, on est bien d'accord, mais pour le cas de Farba, ses partisans disent qu'il n'a jamais géré de deniers publics, il n'a jamais été nommé à un poste. Est-ce que cet argument prospère, à votre avis? Non, cet argument donc prospère. Le fait que, par exemple, les gens ont l'habitude au niveau de l'OFNAC, quand vous avez plus d'1 milliard de biens publics que vous gérez, que vous déposez ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine. Tout à fait. Mais lorsque le juriste, donc les juges, vous demandent à vous entendre, ça veut dire que vous avez une implication sur l'argent public. Si c'était l'argent privé, on ne va pas vous appeler. On ne va pas essayer de lever votre immunité parlementaire. Le problème, c'est qu'il y a une accointance donc, avec l'argent public. Même si lui, donc, il ne gère pas donc, de milliards, donc il doit faire une déclaration de patrimoine. Le problème, il est là. Si ce n'est pas de l'argent public, on ne l'appelle pas. Il y a des transactions privées, ça se passe entre privés et ça se passe au tribunal, ces ont des différences. Peut-être c'est bien même pour édifier ou éclairer certaines zones. Oui, non, mais de toute façon, c'est tout à fait normal. C'est une procédure normale. Mais ce que moi, je déplore dans ce pays, c'est qu'on est dans un déficit de gouvernance criarde. Et on ne mesure pas les conséquences de ce manque de gouvernance dans l'image même du pays. Et c'est ça qui est très grave. On prend des choses qui sont anormales comme quelque chose qui est banal, quoi. Tout à fait. Qui est banal. Le fait de détourner de l'argent, ça devient, si tu ne le fais pas, tu n'es pas normal. Si tu ne le fais pas, on dit que vous n'êtes pas normal. Pas normal. Oui, et si tu ne rentres pas dans des magouilles, tu n'es pas normal. Et ce qui fait qu'on l'a tellement donc, généralisé que les gens, en fin de compte, trouvent normal que quelqu'un qui prend de l'argent, donc c'est tout à fait normal. Quand j'entends le gars de la prosie ou le politicien dont on parle, le Diop, je tombe des nues. Je tombe vraiment des nues, comme si prendre des milliards devient tout à fait normal. Si vous ne prenez pas de milliards, c'est pas bon. Et comment un fonctionnaire, on sait combien il gagne par mois, même si son salaire, il ne le touche pas. Son salaire. Il ne peut pas être milliardaire. Il peut rester travailler pendant toute sa retraite, pendant 60 ans, il n'aura pas de milliards. Et c'est ça le problème qui se pose, c'est que, et ce qu'on oublie, c'est de l'argent public. Même les caisses, par exemple, les fonds qu'on donne au président de l'Assemblée nationale, ce sont des fonds publics. Et on dit qu'on ne rend pas de compte. On doit rendre des comptes à tout argent public. Oui. Tout argent public, parce que ce n'est pas son argent. En d'autres termes, ceux qui pensent que Farba n'a jamais géré quoi que ce soit doivent se détromper, parce qu'il peut y avoir, comme vous l'avez dit, des accointances, et aussi c'est un exercice de clarification. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Si vous avez des liens avec l'argent public, et ils sont là pour gérer l'argent public, pour gérer les affaires de l'argent public, on doit vous appeler pour vous demander qu'est-ce qui se passe. Mais si c'était entre privés, on ne va pas vous appeler entre privés. Le pôle judiciaire n'a pas à se mêler des histoires privées. Vous allez dire, le gars, la personne avec votre différend, il va directement au tribunal, vous allez vous arranger. Mais si le pôle judiciaire, lui, il s'occupe de la chose publique, donc il y a des liens entre l'argent public, on parle des milliards. Imaginez que la situation économique dont on parle et que le lambda des Sénégalais entre 125 milliards, il saute des plafonds. Il s'est dit qu'il y a un problème. Ou les politiques, ils les mettent tous dans un même côté, que c'est tous des voleurs, parce qu'il ne comprendra pas du tout qu'on parle des milliards et des milliards et que même pour avoir 1 million, c'est un problème. Mais alors, est-ce que Farba Ngom, le fait qu'il soit dans cette affaire ne serait pas lié par ailleurs à la posture qu'il avait lorsque le président Macky Sall était là? C'est l'un de ses très proches. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses comme telles? Non, moi je pense que Farba Ngom, avec les privilèges qu'il avait, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de choses que les gens vont tomber du nu. Parce qu'il ne peut pas avoir ces facilités sans des facilitateurs. C'est pas possible.
il ne peut pas accéder, même si c'est un vendeur de terrain, à tout ce qu'il dit qu'il a vendu sans facilitateur. Oui, il a dit qu'il faisait de l'intermédiation. J'ai dit qu'il y aura d'autres, il y a d'autres personnes, il y a d'autres implications qui sont derrière cette affaire. Farba Ngom, il est peut-être le dindon de la farce, c'est celui qu'on voit devant, mais derrière lui, donc il y aura d'autres personnes qui sont cachées derrière. Et je pense que c'est l'enquête là qui va le délivrer. Où lui, il fait comment ça s'appelle, il joue la carte de la personne qui est fidèle, il cache les autres, il prend les casques, mais tout le monde est sûr qu'une personne, avec cet argent-là, il ne peut pas être seul, ça c'est pas possible. Oui, il ne peut pas être seul, comme vous dites. Son avocat, d'ailleurs, ou l'un de ses avocats, l'a dit face à la presse, si Farba tombe, beaucoup vont tomber. Est-ce que l'affaire Farba Ngom cacherait d'autres affaires? Oui, Antoine, vous savez, une affaire qui n'est pas encore née, à mon avis. Bon, comme j'ai dit, elle est quand même là, sur la place publique. Oui, mais à un stade de rumeur, oui. Et de... On est dans la phase de présomption. Oui, et de spéculation. Voilà. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que la démarche processuelle, il y a une levée de l'immunité parlementaire. Ce qui va se passer maintenant, le procureur financier aura les coups de franche. Et au terme de la loi, il doit, disons, ordonner une enquête préliminaire. C'est cette enquête préliminaire qui va nous édifier sur la consistance ou non du dossier de M. Farba Ngom. Mais en l'état, on est à une période de spéculation. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? La parole de son avocat n'est pas quand même une petite affaire. Oui, il dit que Farba, s'il tombe, d'autres vont tomber. Il ne faut pas quand même prendre ça à la légère. Oui, mais qu'est-ce que ça recouvre derrière? S'il tombe, d'autres personnes vont tomber. Il en sait plus mais que ça moi, que d'autres. Mais ça ne nous renseigne pas. Oui, pour le moment. Sur les faits. Oui. Les faits découleront d'une enquête préliminaire qui est sérieuse. Et je m'arrête sur ce point. L'enquête préliminaire en la matière est obligatoire. Je parle sous les contrôles de M. Soumaré, qui s'y connaît très bien en matière de blanchiment d'argent, qui est en remporté de rapports de CENTIF. Lorsque, au terme de l'article 677-98 de la loi sur le pôle financier du 2 août 2023, lorsque, à la suite d'une plainte, à la suite d'une dénonciation, à la suite d'un rapport ou d'un mécanisme légal de saisine du procureur financier, le cas échéant, le procureur financier doit faire une enquête préliminaire. Bien sûr. Une enquête préliminaire, elle est confiée à des enquêteurs, à la police, à la gendarmerie, qui maintenant interpellent la personne et interpellent tous ceux qui sont pas censés donner des renseignements sur l'objet de l'enquête. Oui. Et collecte des documents qu'il transmet au procureur financier. Ce n'est qu'à ce stade-là que le procureur financier maintenant doit apprécier de l'opportunité des poursuites. Est-ce qu'il doit poursuivre? Est-ce qu'il ne va pas poursuivre? Et selon quel mécanisme il va poursuivre? Est-ce qu'il s'agira d'une instruction ou est-ce qu'il s'agira d'un jugement de flagrance? Étant précisé que lorsqu'il s'agit de deniers publics, l'instruction est obligatoire. Mais aujourd'hui, ce que moi, je retiens, c'est quoi? C'est de mettre en avant ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est vrai que c'est l'actualité, c'est des spéculations, c'est de la politique et tout ce que vous voulez. Oui. Mais en réalité, en l'état, je crois même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au moment où on levait son immunité parlementaire, le ministre de la Justice n'a pas transmis ce rapport de la CENTIF à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Bien qu'on l'ait réclamé. N'est-ce pas? Oui, maître Aïssata Tall a non, parlé de non, on ne l'a pas transmis. Faits, je suis catégorique, on ne l'a pas transmis. On a transmis une lettre. Oui, une lettre. 4 lettres. 4 lettres de demande. Exact. Mais au fond, on n'a pas transmis le rapport. Mais le président et le bureau de président de l'Assemblée nationale n'est pas obligé
il n'a aucune obligation de divulguer le contenu. Mais Non, est-ce que les députés qui doivent voter la levée de l'immunité parlementaire il dans ne de leurs divulgue collègues pas. ne doivent pas avoir toutes les informations Non, non, nécessaires, non. comme cela a été Non, fait sur dans ce l'affaire point, Adji Sarr Ousmane Sonko? Non, sur ce point, Oui. je pense que c'est à l'appréciation de la commission saisie. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? Oui. Qui peut dire on n'a pas assez Oui, d'informations. mais si la commission avait demandé des informations complémentaires, on le lui donnait volontiers. Tout à fait. Mais la commission s'est contentée de ce qu'on lui a donné. Et c'est à son appréciation. Oui. C'est à son appréciation. Bien que Il n'y a sur pas le plan d'obligation purement à la matière. Voilà. Bien que sur le plan purement juridique, quand même, on aurait pu statuer sur pièce, avoir un minimum de renseignements sur, même si ce n'est pas le rapport proprement dit, mais un résumé du rapport, un résumé des faits pour lesquels M. Ngom est incriminé, aurait pu suffire. Mais bref, dans tous les cas, la commission s'est saisie des informations qu'elle a eues, des 2 lettres ou 3 ou 4 lettres du ministère de la Justice, et a voté démocratiquement la levée de l'immunité parlementaire. Il n'y a pas d'entorse en ce qui concerne la Non, procédure. du C'est tout, juste d'autres informations que la défenseuse de Farbangom voulait mettre à cette étape. Du tout, il n'y a pas d'entorse à la Très bien. procédure. Alors, Ahmad Soumaré, oui. Moi, mon problème, c'est que... C'est quoi votre problème? En tant que blanchiment et le pénal, il y a une confusion qui se passe. Quand il y a le blanchiment, le blanchiment va beaucoup plus loin que l'aspect pénal. Dans le blanchiment, donc, comme l'a dit Maître, vous avez les enquêtes quand il y a un problème. Oui. Et une fois qu'il y a l'enquête, il y a les enquêteurs qui font leurs investigations. Vous n'en savez rien du tout. Tout à fait. S'il y a par exemple des besoins de geler l'argent qui est transmis, ils gèlent l'argent. Ils font leur enquête. Si l'enquête maintenant finit et qu'à partir ils vont apprécier est-ce qu'ils vont continuer à geler et vous amener au niveau du tribunal, ou bien s'ils ont fait l'enquête, ils jugent que ces trucs, la chose est levée et vous n'irez même pas, vous ne serez même pas convoqué. Si on vous convoque, ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose. Mais s'ils n'ont rien trouvé, c'est du non-lieu, vous continuez vos affaires. Si votre compte était gelé, on enlève le gel et vous continuez. Vous n'irez à faire nulle vos part. opérations. Mais si maintenant on vous convoque en matière de blanchiment, ça suppose que les enquêteurs ont quelque chose. Et si le procureur, le juge vous appelle, ça veut dire qu'il a des dossiers sur lesquels il fonde son jugement pour vous appeler. Oui. Il y a une différence un peu en cadre de blanchiment dans le pénal et l'aspect pénal pur. C'est bon à préciser. Mais justement, comment une affaire dite reddition des comptes peut-elle emprunter les contours politiques? Non, parce qu'on est dans un environnement politique. Parce que toutes les personnes qui sont autour ou sont citées, ce sont des politiques. Que ça soit le gars de la Prosi, que ça soit, comment ça s'appelle, Farbangom. On est dans... Parce que le problème qui se pose, c'est que moi, je ne comprends pas. On politise des choses qui ne sont pas politiques. L'argent public, ce n'est pas politique. C'est pour tous les Sénégalais. Donc, moi, je ne comprends pas. Pourquoi on politise des choses qui ne sont pas politiques? Quand on t'appelle, on dit c'est politique. Oui. Mais si aujourd'hui, on va vous appeler, vous, Antoine, et on va vous dire, voilà, de venir, on n'a pas besoin de faire donc levée d'immunité. Si on vous appelle, vous êtes tranquille. Vous allez répondre. On va vous dire qu'il y a 125 milliards de tel truc public. Vous n'êtes pas concerné. Vous êtes tranquille. Mais si maintenant, on vous appelle que vous, pour votre défense, vous organisez des marches ou des trucs, ou du lobbying et tout ça, ça suppose qu'il y a quelque chose dont vous vous reprochez. Moi, personnellement, je pense que toutes les personnes qui font du tantamar, s'ils n'ont rien à se reprocher, absolument rien, ils vont répondre. C'est eux-mêmes qui vont demander la levée de leur immunité. C'est eux-mêmes qui vont le demander pour laver leur honneur. Mais si la personne donc, est sûre que ce qu'on lui reproche est totalement faux, il va demander même qu'on lève son immunité. Il aura envie d'être lavé. Il n'attendra pas qu'on envoie un truc. C'est lui-même qui va lui demander parce que son nom a été cité. Il va laver son honneur. Il demandera qu'on lève son immunité pour qu'il puisse répondre. Mais si ce n'est pas le cas, maintenant, au lieu d'aller répondre, on vous dit seulement de répondre. Mais répondre n'est pas donc de vous incriminer. On vous pose des questions. Le juge appréciera. Est-ce que ce que vous lui donnez comme réponse est quelque chose de viable ou pas viable pour qu'il apprécie? Ça s'arrête là pour l'instant. Oui. Mais vous n'êtes pas fautif, vous n'êtes fautif de rien du tout. C'est juste pour vous entendre. Il ne peut pas vous entendre si vous avez une immunité. Vous venez,
il va vous poser des questions parce qu'il va vous poser des questions sur quelque Forcément. chose que les enquêteurs lui ont transmis. Forcément. S'il vous appelle, ça, croyez-moi, si le juge vous appelle, ça veut dire que le dossier n'est pas classé. Il a des dossiers sur lesquels il va vous demander des comptes. Très bien. Et Alors, c'est sur ça qu'il va apprécier. Alors, maître, est-ce que la politisation de cette affaire ne risque pas d'embrouiller la vérité? Non. À l'arrivée, hein? Nullement. Vous savez, la politique, c'est une chose, mais... Parce qu'il peut arriver, je ne lui souhaite pas que Farba soit reconnu coupable, comme il peut ne pas être reconnu coupable. Hein. Voilà. Et auquel cas, est-ce que parce que c'est un proche de l'ancien président de la République, Macky Sall. Bon, c'est pour ça que je dis, est-ce que la politisation de cette affaire ne risque pas d'embrouiller la vérité à la fin? Non, vous savez, il y a la vérité sociale et il y a la vérité judiciaire. Il faut faire la part des choses. La vérité judiciaire, c'est quand, au terme d'un processus judiciaire, on aboutit à une décision judiciaire de relax ou de culpabilité. Tout à fait. Une décision passée en force de chose jugée, non susceptible de recours. À partir de ce moment, la personne est soit coupable ou la personne est innocente. C'est ça la vérité judiciaire. Maintenant, l'autre aspect, la vérité politique, la vérité politique, c'est à l'appréciation. Il était même, si les élections étaient reportées à 1 an, il serait aujourd'hui condamné. C'est clair. Et peut-être ne serait plus jamais président des États-Unis. Alors, en France, aux États-Unis, au Sénégal, partout, dans tous les pays du monde, la justice est un levier de gouvernance. Des fois, c'est les politiques qui s'en servent pour arriver à leur fin. Et l'exemple le plus récent... c'est un enjeu de pouvoir, la justice. Oui. Et notre pays est l'exemple le plus patent. Bien sûr. On a vu un président de la République qui a quitté la prison pour entrer au palais un mois ou 2 mois après. Oui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Certains peuvent le percevoir comme un règlement de compte. Parce que tout simplement, il s'est passé des choses avant cette procédure. Il y a eu des déclarations qui ont eu lieu à un moment T, à un lieu M, concernant cette personne. Tout à fait. Et quelques temps après... C'est la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko qui disait que c'est la dernière campagne électorale de Farba Ngom. Mais voilà. C'était pendant les législatives. Et il n'était pas la seule personne qui a été concernée par ces mêmes déclarations et qui ont été inquiétés par la suite. Monsieur Lat Diop a été victime de ça. Des déclarations qui ont précédé son emprisonnement. Et d'autres personnes. Alors, à partir de ce moment, on peut bien se poser la question, votre question devient légitime. Est-ce que la politique ne va pas embrouiller la justice, la vérité? Oui. Voilà toute une question. Donc moi, je pense que, en tout état de cause, la justice est une institution. Et faire de telles déclarations, alors que la machine judiciaire était en phase d'être mise en branle, porte atteinte quelque part au principe de la séparation des pouvoirs. On a l'impression, ça peut être une impression, que l'exécutif, en tout cas le politique, disons, interfère sur le champ d'application. Oui, moi je pense que c'est bien clair quand le Premier ministre dit que le ministre de la Justice, tout comme le ministre de l'Intérieur, il doit répondre de ses ordres. Voilà. C'était très clair pendant la campagne électorale et on a vu ce qui a suivi. Oui, ce qui a suivi. C'est ça un peu qui gêne dans cette affaire. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chef de gouvernement, c'est normal. C'est un gouvernement. Oui, mais sauf
Oui, mais on n'a pas besoin de faire des déclarations Soumaré, aussi quand il le malheureuses. disait, c'était le candidat Oui, qui parlait. d'une coalition. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans un contexte. Je ne suis pas Le contexte politique. ils sont en campagne. Oui. Donc, c'est les campagnes, les mots qui sont dits. Mais en matière, je reviens en matière financière. Donc, en matière, donc, on ne peut pas vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas fait parce qu'il y a des preuves. Vous m'avez cité Lat Diop, je ne le connais pas, je ne les connais pas, les politiques, je ne les fréquente pas. Mais en matière de finances, si on vous accuse de quelque chose, donc si aujourd'hui on vous dit que vous avez 1 milliard, vous dites au gars de le prouver. S'il n'y a pas de preuve, mais si, par exemple, telle personne, parce qu'il est politique, on lui dit qu'il y a 1 milliard, on dit que c'est politique, c'est des coups montés, je n'y crois pas personnellement. Ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas vous accuser de quelque chose s'il n'y a pas de preuve. C'est tellement courant ce que vous dites là. Hein? Non, ça c'est courant. Maintenant, nous qui sommes dans le monde judiciaire, mais il y a des personnes, vous savez, M. Soumaré, il y a des personnes qui sont accusées, emprisonnées pendant 4-5 ans, et qui un beau jour, on vous blanchit. Vous n'avez rien fait. Tout à fait. Oui, Parce que, en Et fait. qui font peut-être 2 à 3 ans de prison. Mais ils plus sont même. pas Même jugés. plus. Moi, j'ai Oui. défendu Est-ce quelqu'un qu'ils qui a sont fait indemnisés? 5 ans de Beaucoup ne prison. sont pas indemnisés. Est-ce qu'ils sont jugés déjà? Mais oui, Oui, mais jugés quand on et décide de les acquittés. sortir de non, Tout à même fait. le blanchiment. Dans l'aspect financier, on ne peut pas vous incriminer s'il n'y a pas de preuve. Non, vous savez, il y a un côté administratif, comme vous avez dit. Mais après un rapport de CENTIF ou une déclaration de soupçon, par exemple, lorsque le dossier est transmis, comme c'est le cas au niveau du procureur, du parquet, le parquet peut initier des poursuites. Mais les poursuites du parquet, le rapport de la CENTIF, ne sont pas des preuves intangibles. Ce sont des soupçons, comme ils disent. Absolument. Non, laissez-moi terminer. Oui. Déclaration de soupçon, mais Non, pas le rapport. non, je dis, le rapport de la CENTIF n'est pas, disons, une parole d'évangile, pour parler comme Tout à fait. mes amis. Exact. OK? Le rapport de la CENTIF, quand elle fait l'objet d'une procédure de poursuite par le procureur, là, on revient au principe du contradictoire. Le principe. Oui, il est discuté par toutes les parties, le procureur, la personne poursuivie, devant un juge qui doit trancher. Qui dit dans un premier temps, je fais un non-lieu parce qu'il n'y a pas de charge suffisante. Ou alors,
africain, diplômé en intelligence économique, et maître Cheikh Abdou Ndiaye, avocat à la Cour, secrétaire général de l'Association pour la justice pénale internationale. Alors, Monsieur Soumaré, 162 arrestations dans le cadre des affaires traitées par le pôle judiciaire financier, 91 dossiers transmis au PJF et 87 plutôt qui sont transmis. Alors, est-ce que cela renseigne sur à l'aveuglette. Je veux dire, Oui. toutes ces personnes ont des implications. On ne dira que moi, je suis politicien, on m'appelle. Et si demandera d'où vient l'argent. Vous avez vu la corniche, moi-même j'étais stupéfait en un temps, laps de temps, de voir la corniche des immeubles partout, de voir zone B, point E, des trucs partout, de voir en ville, lorsque vous restez, vous regardez la ville, vous voyez des immeubles en érection, je ne voyais que la BCAO. Maintenant, il y en a même, vous ne voyez même plus la BCAO. Et pour vous, c'est lié à quoi? Mais attends, c'est parce que le pays est devenu un pays donc de gangstérisme international. Blanchiment d'argent? Bien sûr, avec le trafic de drogue, c'est ça qui a causé que le Sénégal en 2021 soit mis en zone grise par le Gafi. C'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez aujourd'hui, je ne parle même pas, est-ce que vous savez combien de milliards on évalue par exemple plus profond que le web, ce que vous voyez. Aujourd'hui, ce qu'on attrape, c'est ce qu'on dit. Mais il y en a qu'on ne voit pas et qui passent. Et ce que je veux dire que et qui échappe aussi. Qui échappe, oui, je veux dire que le pays est devenu un pays de narcotrafiquants. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez combien ça coûte un immeuble? Il y a combien d'immeubles là autour de Dakar, là autour de la corniche des points? Même là où nous sommes, à la cité Keur-Gorgé, vous regardez, il y a beaucoup de grands immeubles. D'où vient cet argent? Bon, il faut être raisonnable. On est 18 millions d'habitants ici. Pour avoir 1 milliard de chiffre d'affaires dans 18 millions d'habitants, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous vendez un produit que tout le monde a besoin. Mais ici, les gens sont multimilliardaires. Et le trafic de cocaïne et du tout ne peut pas rentrer s'il n'y a pas de
barrage à tout cela. Mais il y a un moyen de faire barrage. Toute cette drogue qui circule, non, j'ai dit que la drogue là, qui transite par le Sénégal. la drogue, Oui. le Sénégal, allez dans les rapports de l'ONUDC, le Sénégal est devenu une zone de passage de la drogue. Oui. Il ne reste pas là. Peut-être que Vers les le Amériques, cannabis ou le Oui. truc là, ils peuvent le vendre ici. La cocaïne, ça coûte excessivement cher. Il n'y a pas beaucoup de demandeurs. Ils passent par le nord là-bas, c'est pourquoi on les attrape. Ils quittent la Guinée-Bissau. Vous savez, la Guinée-Bissau a des îles qu'ils ont vendues à des narcotrafiquants. Les îles Bisagos. Ils prennent les pêcheurs qui sont au sud de la Casamance, ils ne pêchent plus. Parce que ce que leur rapporte le fait de transiter des îles vers le sud, ça leur rapporte 5 fois plus. Ils prennent cette drogue, ils passent ils contournent vers Kolda, ils montent vers le nord. C'est vers Kédougou ou Tamba qu'on les attrape souvent. Parce que c'est une zone de passage pour aller vers le nord, vers l'Europe, pour le vendre. Et le problème qui se pose, il est là. Aujourd'hui, on a des bateaux qu'on attrape de cocaïne. Il y a des problèmes qui se posent. Et quand tout ce que vous voyez là, moi je suis certain que ce n'est pas de l'argent propre. Tout ce qui est comme immeuble qu'on voit ici, Oui. si vous faites la séparation entre l'argent propre des investisseurs privés ou étrangers et l'argent de la drogue, mais ce n'est pas un hasard. Le GAFI ne va pas venir prendre un pays et le mettre en zone grise sur l'économie. Il n'y a pas de blanchiment. Ça devient inquiétant. Mais là. c'est plus qu'inquiétant. Ça devient inquiétant, maître. Oui, oui. Non, Au regard de ce qu'il a décrit comme situation. Oui, en tout cas, c'est mois. c'est alarmant. C'est très alarmant. alarmant et Oui. regrettable quand même. Oui. Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, de plus en plus, on parle de plaque tournante du trafic de drogue. Oui. Bon, Beaucoup. Mais derrière ce délit, mais il y a à peu près 10 délits que le pôle financier, dont le pôle financier peut connaître. Alors, je veux citer quelques exemples. Le trafic de migrants, Oui. le trafic de drogue, certains délits de droit commun, etc. Quand il y a des facteurs aggravants ou quand il y a pluralité d'auteurs, etc. Donc, sur les dossiers qui ont été transmis, je pense qu'à ce jour, les infractions à caractère financier ne sont pas majoritaires. Le procureur financier que je salue au passage, dire que oui, il y a des saisies pour un montant de 2 milliards et quelques. Vous savez, ça c'est marginal par rapport à ce que l'on pourrait, au montant qu'on pourrait arriver demain. Absolument. Voilà, c'est pour vous dire aujourd'hui que le pôle financier, et à mon avis, ça c'est un avis personnel, le pôle financier, on devrait le dédier exclusivement aux infractions à caractère financier. Bon, la loi est là, elle est là. Peut-être que demain, on va la réviser. Peut-être on va rectifier. Mais laisser aux juridictions de droit commun le trafic des migrants et peut-être même le trafic de drogue. Parce que le pôle financier, elle est là pour accompagner la gouvernance des finances publiques. Bien sûr. C'est pour sanctionner ceux qui auront porté atteinte aux finances publiques. Tout à fait. Et sous ce rapport,
Je pense que le procureur financier parce que je suis impliqué dans des dossiers là-bas. Ouais, vous avez Mais beaucoup sont de dossiers passés là-bas. par la phase de l'enquête préliminaire Tout à qui fait est normal. obligatoire Tout à fait normal. pour édifier les uns et les autres Tout à fait sur normal. le pourquoi du comment D'accord. de cette affaire. Alors, il nous reste fait 5 minutes, 5 minutes seulement pour aborder le dernier sujet. La situation des finances publiques, le président de la République en a parlé récemment, c'était en début de semaine, qu'il qualifie d'ailleurs cette situation de catastrophique. Alors, avec ça, où va le Sénégal, Ahmad Soumaré? Moi, je pense qu'au Sénégal, personnellement, je suis optimiste. Oui. Personnellement, je suis optimiste. Je ne suis pas dans la chose politique, j'analyse en tant qu'économiste. Tout à fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand j'ai parlé tout à l'heure de la gouvernance, et cette gouvernance-là a des implications sur ce qui se passe. Peut-être que les politiques veulent se servir comme ils veulent sans avoir de reddition de comptes. Tout à fait. Donc vous avez des fonctionnaires qui se permettent beaucoup de choses. Quand je vois, moi, des fonctionnaires avec un rythme de vie qu'ils ont, je suis effaré. Oui, tout à fait. Ils ne sont pas du secteur privé. Je les vois avec des voitures. Oui. L'autre jour, j'ai un douanier. De grosses voitures. Et j'ai un douanier qui m'a montré sur son téléphone. Il me dit, est-ce que tu connais cette voiture? C'est une espèce comme une Jeep. Je lui dis non, je ne connais pas. Il me donne Que vous n'avez jamais vu. Non, il me donne le nom. Oui. Lui, en tant que douanier, il s'occupe du secteur privé. Il me dit, Monsieur Soumaré, ça coûte tant. Je lui dis que, mais pourquoi vous me montrez cette voiture? Il me dit, il a vu cette voiture marquée AD vers la place de l'Indépendance 2 fois. AD. Lui, en tant que douanier qui connaît, il l'a photographié, il m'a montré. Je dis qu'il me dit le prix, je lui dis AD. Qu'est-ce que les gens, le truc, ont assez fait? Il me dit, moi-même, ça m'a choqué. Moi, je ne connais pas ces voitures. Ça coûte des yeux de la tête. C'est pour vous dire que quand les gens sont avec l'argent public, ils pensent qu'ils peuvent le dépenser comme ils veulent. Lorsque j'entends le Premier ministre qui disait à partir d'octobre, les gens n'achètent pas des écrans de 2 mètres, des trucs dans leur bureau. C'est du gaspillage parce qu'ils demandent un budget. On leur donne le budget. Ils savent que donc ça ne se termine pas. À partir d'octobre, ils achètent n'importe quoi pour finaliser les budgets. Sinon, on va... Le problème, c'est qu'il y a un problème au niveau même de la conscience même des gens, ce qu'ils n'ont pas au niveau de leur civisme. Mais est-ce que l'état de nos finances publiques n'est pas inquiétant? Non, non. Personnellement, il y a un problème qu'ils ont trouvé. Moi, je pense qu'ils sont venus, ils ont trouvé une situation. Et ça ne vous étonne pas que personne, donc s'il y avait de l'argent, on est au mois de mars, les élections. Oui. Donc janvier, février, mars, s'il avait de l'argent, de mars en décembre, il y aura de l'argent. Si les gens viennent, ils trouvent qu'il y a un problème. Et donc, ils sont obligés de se serrer la ceinture pour pouvoir tenir. Vous avez les salaires, vous avez d'autres charges. Et ce qui se passe maintenant, donc c'est la raison pour laquelle ils empruntent pour éviter qu'il y ait une césure au niveau des salaires et autres. Mais c'est une situation anormale. Anormale. Et donc maintenant, ils tiennent le bout jusqu'en décembre. C'est phénoménal. Parce que si vraiment donc, les gens sont payés jusqu'en décembre, je dis chapeau. Parce que d'après ce qu'ils avaient décrit, de la situation qu'ils ont trouvée. Un pays en ruine, comme disait le Premier ministre. En catastrophique. Le problème, c'est que il y a des déclarations politiques.
pour qu'on passe donc cette tempête. Tout à fait. À mon avis, c'est ça. D'accord. Alors, maître, pour terminer sur cette question, les finances publiques, est-ce que c'est inquiétant quand vous entendez le président parler ainsi? Lui qui maîtrise la situation mieux que nous. Bon, écoutez, moi je suis un juriste, je ne maîtrise pas très bien les finances publiques. Oui. Mais ce que je peux dire, l'opinion du citoyen que je suis, c'est que je lis un peu l'histoire du Sénégal. À chaque transition, à chaque alternance, chaque régime qui vient dit que oui, j'ai rien trouvé dans la caisse, oui, c'est grave, c'est bon. Même discours. Oui. Mais moi, je pense que aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Au Sénégal, nous avons des bonnes perspectives économiques parce que nous avons des ressources. Le pétrole et le gaz. Bon, il y a une volonté de revivifier l'agriculture. Il y a une volonté de bonne gouvernance. Tout ça, ça procède d'une volonté politique. En attendant, les Sénégalais souffrent. Voilà. Donc, moi, je pense que... Les Sénégalais souffrent, la situation socio-économique est difficile. Oui, c'est difficile. La vie est chère. C'est difficile, difficile. C'est le contexte peut-être qui le commande, parce que, c'est à l'échelle internationale aussi, c'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quelle que soit la situation, s'il y a de bonnes perspectives de bonne gouvernance, s'il y a une volonté politique d'appliquer un programme pour le bien-être des Sénégalais, je crois que les gouvernements doivent se donner les moyens de rassurer les Sénégalais. Voilà, c'est ce qu'on attendait en tout cas. Merci. Voilà. Merci, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, secrétaire général de l'Association pour la justice pénale internationale. Merci également à Amath Soumaré, premier Africain diplômé en intelligence économique. C'était L'Air du temps, présenté aujourd'hui par Antoine Diouf. À la technique, Biran Sissé et Charles Koulibaly. Je vous retrouve à midi pour la grande édition, le grand journal. Merci à toutes et à tous. Sénégal, e-radio, ici et ailleurs, vous avez rendez-vous. Rendez-vous avec l'information. Toubambake, Igor Ndaklo, e-radio. De la CAN